Bonjour. Euh, on fait pas comme d'habitude. D'habitude, c'est Nathalie à la GD qui présente. Aujourd'hui, elle s'excuse, elle va pas pouvoir être là. J'ai une quinzaine de diapositives concernant l'actualité du CEREVEN. Ça, c'est une diapositive un peu classique que vous connaissez tous et qui permet de rappeler aux plus jeunes du réseau que nous sommes donc le centre de référence des cytopénies autoimmunes de l'enfant, labellisé pour la troisième fois avec la petite particularité qui nous honore mais qui nous challenge un peu d'être le seul centre purement pédiatrique. Donc pour les nouveaux, vous avez ici la représentation géographique de tous les centres du réseau, Bordeaux coordonnateur, les deux centres constitutifs Trousseau, puis un maillage de points bleus et de points jaunes. Ça change pas d'une année sur l'autre. La seule chose qui change cette année, c'est deux coordonnateurs. Voilà, à Nancy, il y a Pascal Chastagnier qui laisse sa place à la coordination du site à Hélène Dutch. Et à Poitiers, c'est Frédéric Billot qui laisse sa place à Christelle Duprat. Comme vous savez, on a des liens étroits avec les associations de patients à MAPTI et surtout aussitôt dont on organise ce week-end, le week-end annuel des familles. Cette année, c'est en Dordogne. Il y a peut-être certaines de vos patients et de leurs familles qui y participent. On a des liens étroits et des partenariats, bien sûr, avec la filière marine, euh, avec un focus peut-être cette année sur les PNDS. Vous avez peut-être vu semaine l'information de la publication du nouveau PNDS du PTI de l'enfant, dont la rédaction a été coordonnée par Thierry Leblanc, PNDS de la Chanie coordonné par Sébastien et PNDS du syndrome des Vence coordonné par Nathalie vont suivre dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Concernant les filières Marie aussi, nous participons avec Charlotte Morin à l'Observatoire des traitements hors AMM pour la mise en place de cadres de prescription compassionnelle. Et on vous indique aussi qu'on a obtenu et on remporté plutôt un appel à projet de la filière thématique ETP sur l'actualisation de notre programme d'ETP Candide qui date de 2017. Et comme vous avez tous lu, bien sûr, le plan national maladie rare 4 des territoires à l'Europe, l'ETP, c'est un axe majeur, c'est même l'objectif numéro 3. Alors, je passe rapidement sur la RCP. Vous savez qu'on a une RCP mensuelle en visio tous les deuxièmes mardis du mois. La prochaine, c'est la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous envoyer vos dossiers. Elle existe depuis 6 ans. On a déjà discuté 220 de patients. C'est majoritairement des PTI pour des questions thérapeutiques. Il y a une mailing list, une 150 de contacts. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, on vous y ajoutera avec plaisir. Et toutes les informations concernant cette RCP sont aussi disponibles sur le site du CEREVENS. Alors bien sûr, je ne pourrais pas vous faire l'actualité du CEREVENS sans parler de la cohorte CEREVENS, qui est le maillon centrale de tout ce qu'on fait comme activité de centre de référence. Cette cohorte, elle existe déjà depuis un peu plus de 20 ans sous différentes formes. Et la grosse majorité de ce qu'on publie, c'est des études sur les données de cette cohorte. Donc, pour résumer cette cohorte, ça c'est aussi une diapositive qu'on passe assez régulièrement, au point qu'on a fait en mai 2025, on avait 2334 observations. Pour moitié, c'est des PTI chroniques, 6 ans de suivi, majoritairement primaires. On a 565 observations d'HAI. Ce qui change par rapport aux années précédentes, c'est que depuis le mois de février, comme vous le savez, on inclut les HAI négatifs. On a un très joli travail qui est en train d'être mené avec Amandine Bibolé et Sébastien Héritier, dont on vous parlera un peu plus tard dans la journée. Et bien sûr, on a 406 syndromes d'Evans, 9 ans de suivi. C'est la plus grosse cohorte mondiale de ça. Nous ont été rapportés sur ces 2334 patients 47 décès, H pédiatrique. C'est des Evans, c'est des HAI, jamais des PTI. Pour moitié des formes secondaires confirmées, c'est-à-dire essentiellement des déficits immunitaires, des contextes de déficit immunitaire primitif, des cytopénies post-greffe et 2 ou 3 cas de lupus.
Sur ces 2300 et quelques patients, on en a un peu plus de la moitié, 55%, qui sont aujourd'hui vivants et adultes. Et sur ces vivants et adultes, si on prend comme définition de perte de vue une perte de suivi, pour nous, hein, côté observance de plus de 2 ans, sans qu'ils sont perdus de vue. Et ça, bien sûr, ça nous pose un problème quand on va essayer d'aborder des questions de suivi long terme et l'effet long terme des traitements. Donc, il y a un travail considérable sur cette porte et dans la collecte des données et la retranscription du courrier qui nous arrive, et bien sûr dans l'exploitation de ces données. En moyenne, là, je vous donne les chiffres du nombre de publications sur les études liées aux données de la cohorte. On produit environ 4-5 articles par an. Donc en 2024, ça c'est pour les articles qu'on vous avait déjà mentionnés l'année dernière. Il y a des travaux sur des associations entre les cytopénies et d'autres maladies, comme le travail de Claude Bianchi sur le Kabuki ou de Manon Gilton sur l'association Mickey et cytopénie auto-immune. Et on a aussi des travaux sur les descriptions de sous-groupes. Thomas Pincez sur le suivi long terme des PTI réfractaires ou Jérôme Garnel sur des PTI avec des FAN+, et les risques d'évolution vers le lupus. Fin d'année, on a aussi publié un travail collaboratif avec Alexandra Schifferli, qui est une pédiatre suisse. C'est un travail collaboratif sur les AJA, adolescents, jeunes adultes, qui regroupe des données des registres PARC, des registres Carmen du CERECAI et de notre cohorte Observance. En 2025, on n'a pas encore de publication, mais on croise les doigts, ça saurait tarder. On a 4 ou 5 beaux travaux qui pourraient être publiés. On a qui sont déjà soumis, d'autres prêts à être soumis et d'autres qui sont quasi finalisés. Dans ce qu'on a soumis, on a un travail avec Jérôme Granel, révision 2, sur l'interféron de type 1 dans les PTI FAN+. Ça, c'est un travail un peu local sur les données des patients de Bordeaux. On a comparé les signatures interférons de patients avec un PTI FAN+, une quinzaine, de patients avec un PTI FAN-, également une quinzaine de lupus, et une quinzaine aussi, 13-15 patients avec une arthrite juvénile idiopathique qu'on avait considéré comme étant nos contrôles négatifs. Et ce qu'on montre dans ce travail, c'est que les signatures interférons des patients avec un PTI FAN+, et des patients avec un lupus sont significativement plus élevées que celles des patients avec un PTI FAN- ou une arthrite juvénile. Alors, c'est un travail un peu préliminaire, c'est un setup d'études observationnelles, donc c'est toujours un peu critiquable. On publie ça avec des pincettes, mais le message, il est intéressant. L'autre message de cet article, c'est que pour 3 de ces patients PTI FAN+, on a des signatures interférons avant et après la mise sous plaquenil. Et on voit là aussi que la signature interféron, elle est diminuée après la mise sous plaquenil avec des pincettes. Un autre travail en cours de révision, c'est le travail qu'on a fait avec Thomas Pincez sur l'INUREL et le CELSEPT en utilisant la méthodologie des sports de propension. Donc, comme vous savez, dans des études observationnelles, quand on veut comparer l'efficacité de traitement, on est confronté à tout un paquet de biais, de randomisation. Et il y a cette donc, fameuse méthode qui est de plus en plus utilisée des scores de propension, qui permet un peu de limiter ces biais. Donc, on l'a appliqué. Et ce qu'on voit dans ce travail, c'est que ce soit l'acétioprine ou le mycophénolate, globalement, on obtient une rémission sans échec non, pardon, une survie sans échec qui est globalement identique. Et pareil, ça expose au même un risque infectieux globalement identique. Quand on regarde les sous-groupes, les patients qui ont eu de l'azatioprine, ça a l'air de mieux marcher chez les patients qui ont plus de 10 ans. CELSEPT, c'est plutôt les enfants qui ont moins de 10 ans et les formes secondaires. Le troisième travail en cours de révision, c'est celui de Marion Blachez et de Sébastien Héritier sur les HAI à COMS complément. Ce qui ressort de cette étude, c'est un pronostic favorable, 142 patients, tous en rémission, majoritairement une rémission après une seule poussée, une quinzaine de pourcents qui rechutent. Ils ont tous eu des corticoïdes, mais ça n'a pas fait preuve d'une grande efficacité.
Dans ceux qui sont prêts à soumettre, les articles prêts à soumettre, on en a déplacé les virgules. C'est le travail de Diane Rose et de Nathalie Garnier de Lyon avec Sébastien Héritier. 241 patients à HAI qui restent quand même difficiles à traiter avec une bonne réponse initiale à la corticothérapie, mais des rechutes fréquentes et des complications auto-immunes et infectieuses. Et enfin, le dernier travail, c'est celui de Margot Gachignard, de Caroline Nero et de Nathalie Aladjidi sur l'association entre les hépatites auto-immunes et les cytopénies auto-immunes, qui montre que globalement, l'association des deux, elle n'est pas de mauvais pronostic s'il y a un traitement immunosuppresseur au long terme, et que l'azathioprine et et la cyclo, pardon, sont efficaces pour avoir une survie sans rechute. Dans les tuyaux des publications, et comme vous savez, bien sûr, on a toujours un paquet d'articles qui sont en cours, et je ne vais pas tous les détailler. Si on regarde par le filtre, le prisme des travaux sur les prises en charge thérapeutiques, on a des travaux sur le sirolimus, sur le Ritux, sur les ARTPO, pardon, qu'est-ce que deviennent les PTI chroniques une fois qu'on a arrêté les ARTPO. On a un travail sur la splénectomie, sur les HAI post-greffe. Si on regarde à travers le prisme du décortiquage des sous-groupes de patients, là aussi on a pas mal de travaux sur les HAI à risque vital, sur la qualité de vie des patients, sur les PTI de moins d'un an, sur les KZF. Les deux derniers travaux qui ont démarré, c'est ceux d'Amandine Bibollet et de Sébastien sur les AHI à POMS négatifs, dont on vous parlera plus en détail cet après-midi, et celui de Béatrice Guérard et de Stéphane Ducassou, dont on vous parlera également cet après-midi, et qui concerne les AHI. Donc il y a beaucoup d'activités. On est quand même toujours preneur de et de votre aide pour analyser cette cohorte. Ça me permet de vous présenter cette diapositive qu'on vous avait montrée l'année dernière sur comment on fait une étude sur les données de la cohorte et de vous rappeler que cette cohorte, elle vous est ouverte à tous les membres du réseau Cérédence pour des études hors loi Jardé, observationnelles sur les données. Si vous avez une idée de projet, un jeune qui a besoin d'un sujet ou qui a une idée, vous n'hésitez pas à venir nous voir, on vous aidera à préparer un synopsis. Quand je dis nous, c'est pas que Bordeaux, bien sûr. Vous pouvez aussi vous rapprocher des équipes de Robert Debré et de Trousseau. C'est un document assez standardisé. Une fois que le synopsis est prêt, le conseil scientifique du CRM se penche dessus. Analyse des critères d'inclusion, d'exclusion, des méthodologies d'évaluation, des calendriers, etc., etc. Une fois que tout ça c'est prêt, il y a bien sûr l'étape de démarche réglementaire qui est assez facilitée. Bordeaux, c'est le responsable de traitement de cette cohorte, donc c'est nous et globalement c'est moi qui fait les démarches. Comme le CHU, il souscrit à la méthodologie de la CNIL MR004, c'est relativement facile, en une quinzaine de jours, max 3 semaines, on a un avis de notre comité local d'éthique enregistré auprès du DP. Classique, hein, comme on démarre l'étude, on extrait les données, on regarde ce qu'on a, s'il nous manque des trucs, on redemande, on intègre les données, on mouline. Quand tout le monde est d'accord, on gèle, on analyse et on essaie de valoriser. Donc ça, c'est un modèle qui marche quand même super bien, et on est quand même un peu envié. On avait une paparazzi qui a participé à l'ITIS en 2021 qui nous a envoyé cette photo où il y a Elise Neufeld qui, dans une de ses diapos de conclusion sur une discussion qu'ils avaient sur les PTI réfractaires, disait que notre registre, c'était une fantastique ressource et un modèle qui était quand même super important. De l'autre côté de l'Atlantique, ils sont pas capables, ils sont pas un peu comme on fait sur le territoire français. Et puis après, encore Élise Neufeld de nous reciter et de faire un comment sur un article qu'on avait publié en 2024, donc l'année dernière, de Jérôme Granel, donc sur les PTI FAN+. Et je ne sais pas si vous l'avez vu passer, printemps dernier, je crois que c'est l'European, j'arrive plus à lire, l'European Journal of Hematology, une scoping review sur la HAI, qui, bien sûr, on va pas détailler l'étude, mais tout en disant qu'il y a un déficit
de publication de qualité, cite à plusieurs exemples, enfin, à plusieurs endroits dans le manuscrit, dans la conclusion, l'outstanding work qu'on est capable de faire au CEREVENS avec notre réseau. Bien sûr, on ne fait pas que de la recherche clinique, on fait pas pardon, que de la recherche sur les données au CEREVENS, on fait aussi un petit peu de recherche clinique et thérapeutique. Je ne vais pas revenir sur toutes les études parce que je crois que je vais commencer à être short en temps. Action, ça bien sûr, on vous en parle depuis déjà 2019. Je vous rappelle que les inclusions, elles sont terminées depuis juillet 2023. On est en train d'analyser les résultats. C'est préliminaire. Le seul truc qui n'est pas préliminaire et que je peux vous dire, c'est qu'on a plus de 104 patients, 73 qui étaient déjà publiés dans un autre travail qu'on a fait en 2019 et 131 qui sont complètement nouveaux. Sur ces 204 inclus, on en a 30% chez qui on trouve rien, on en a 30% chez qui on trouve des variants de classe 4 et 5, et on en a 42% qui sont pour l'instant classés comme variants de classe 1, classe 2 ou des VUS. Mais là-dedans, il y a encore un sous-groupe de certains patients que Frédéric et Mathieu Fusaro, qui nous aident sur le coup, n'ont pas encore classé. Donc, on va arriver peut-être à une trentaine de pourcents de variants de classe 4 et de classe 5. Quand on regarde, c'est essentiellement toujours les mêmes gènes qui ressortent. FAS, CTLA4, STAT3 et LRBA. Après, je passe vite sur ITP-CPET et Aptirom. Ça, on en rediscutera plus tard dans la journée. ITP-CPET, c'est un travail qu'on fait avec Pascal Amédro, cardiopédiatre à Bordeaux, qui est ouvert sur 4 centres. Ça a démarré à Bordeaux, ça va bientôt démarrer à Robert de Bretous au Montpellier. Aptirom, c'est le PHRC de Thierry Leblanc, il vous en discutera tout à l'heure. Randomisation à RTPO dans le PTI nouvellement diagnostiqué. Epivant, on sort encore à nouveau un peu de la recherche clinique, ça c'est entre guillemets monocentrique, ça concerne un peu plus l'observance. C'est un travail qu'on fait avec la plateforme pharmacoépidémio de Bordeaux, du CHU de Bordeaux. C'est des spécialistes du Sénat, du chaînage avec le SNDS, et l'idée c'est de chaîner les données de tous nos patients avec le SNDS pour essayer d'aborder des questions qu'on ne peut pas aborder à cause des 80% de perte de vue à l'âge adulte et de permettre d'étudier la morbimortalité, le parcours de soins des patients qui ont une cytopénie à l'âge pédiatrique. Petit en prélude, c'est des études, un PHRC et un appel d'offres interne qu'on a soumis et dont on attend les résultats prochainement sur le PTI FAN+. L'un, c'est une étude randomisée hydroxychloroquine contre placebo, et l'autre, c'est une étude à travers des panels de biomarqueurs, les différences qu'il y a entre un PTI FAN+, un PTI FAN-, un lupus. Pour finir, Biocerevance 2025 AIC Phenogene Treat. Ça, c'est un projet qui est porté par Sébastien et Frédéric sur les cytopénies auto-immunes sévères de l'enfant. C'est une étude phénotypique, génotypique et moléculaire pour essayer de trouver des biomarqueurs pour améliorer les traitements. Ça a été soumis au PRTS en 2024. Ça n'a malheureusement pas été accepté. Ça sera soumis et amélioré prochainement. Tout ça, ça m'amène à la conclusion. J'espère que je suis dans les temps. Je me fais le porte-parole, bien sûr, du petit trombinoscope des centres constitutifs et coordonnateurs du CEREVENS pour remercier l'ensemble de la planète et tous mes partenaires présents sur les diapositives, en commençant bien sûr par l'association de patients qui nous soutient depuis le début, les centres de référence du CERECAI, bien sûr, et du CEREDI, la filière Marie et bien sûr les 30 centres du réseau ainsi que tous les centres de proximité avec lesquels on collabore et sans qui on ne saurait rien. Je vous remercie.